Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est Le Monde en 7 sur New World TV. On va revenir sur les sujets qui nous ont paru importants dans l'actualité de la semaine. Ce samedi 12 mars 2022, nous parlerons de l'Ukraine. De nouvelles sanctions massives seront prises si la guerre continue. C'est le président français Emmanuel Macron qui le dit. Nous serons également du côté du Sahel. Pas de redéploiement de Barkhane au Niger, c'est le général Laurent Michon qui l'affirme. Et puis le Togo, on va parler de la révision prochaine du code électoral. Le pays se prépare pour les premières élections régionales de son histoire. Qu'est-ce qui va changer dans ce code électoral? Nous allons faire l'émission aujourd'hui avec un acteur politique, Germain Sossou. Il dirige les forces socialistes de l'avenir. Bonsoir Germain Sossou. Bonsoir Samuel, bonsoir chers compatriotes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et face à vous, il y a Zana Sadio Hichou qui est analyste sociopolitique. Bonsoir Zana. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous suivent. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de cette émission. On se dirige sans transition vers l'Ukraine. Premier sujet, on va parler de ce vœu d'Emmanuel Macron, que de nouvelles sanctions soient prises contre la Russie si la guerre ne cesse pas d'ici quelques jours. C'était également la volonté du président ukrainien Zelensky. On va le suivre bientôt, mais je voudrais d'abord donner la parole à Zana Sadio Hichou sur la question même de cette guerre. Aujourd'hui, on a vu un peu l'Ukraine qui a été... on a pensé que l'Union européenne était derrière l'Ukraine jusqu'à un moment donné, l'OTAN jusqu'à un moment donné, mais on sent qu'un peu comme si l'Ukraine était abandonnée à elle-même. Est-ce que vous pensez que ce sont les sanctions qui vont dissuader les Russes? À mon avis, non. J'aurais bien aimé que l'on puisse planter le contexte de cette guerre, mais bon, on peut aussi s'en passer. Je pense non, parce que j'estime que le président russe Vladimir Poutine, il a bien fait son calcul. Il connaît bien l'ampleur des relations qu'il entretient entre, ou bien avec les deux poids lourds de l'Union européenne que sont la France et l'Allemagne. Il sait que l'ampleur de ces échanges avec l'Allemagne qui représente en termes d'importation 10%, c'est-à-dire 10% des importations russes proviennent de l'Allemagne. Par contre, la France ne fait qu'importer 1,5% des exportations russes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la France est libre et peut se permettre d'avoir un discours tendu, alors que l'Allemagne sait le niveau, le degré d'interdépendance de son économie avec la Russie. Mais pourquoi je dis Poutine est un stratège? Il sait bien que, sachant que la France, elle seule, qui peut vraiment hausser le ton dans ce contexte, a bien prémédité cette intervention en Ukraine en une période électorale en France. C'est-à-dire, il sait bien que Emmanuel Macron aurait tout le mal du monde à se faire réélire si jamais il engageait l'Europe vers une guerre avec la Russie. Donc, ceci dit, je crois que oui, le président Macron, il peut vraiment tenir ce temps-là, mais moi, je pense qu'au-delà de ces sanctions, c'est des jeux d'intérêt économique qui se jouent en réalité. Parce que ce n'est pas anodin le fait que la Russie décide de faire cette intervention militaire. C'est parce que lorsque vous prenez l'Ukraine aussi, l'Ukraine est partagée entre deux peuples. Vous avez les Ukrainiens et vous avez les Russes, c'est-à-dire c'est les deux langues qui sont parlées. Les Russes qui représentent 17% de la population, le reste, je crois 85% sont des Ukrainiens. Donc, lorsque vous revenez à l'histoire même, le début du conflit qui s'est déclenché en 2014, cela vient essentiellement d'un président ukrainien qui, à un moment donné, a voulu, ou bien manifestement a décidé d'arrêter le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Europe, à l'Union européenne plutôt. Donc il s'en est suivi quoi? Des manifestations de des partisans de l'Europe qui étaient pour l'adhésion à l'Union européenne, pendant que l'autre partie russophone était plus enclin à des relations avec la Russie.
Maintenant, d'où vient l'intervention de la Russie? C'est parce qu'en 2010, au moment de son élection, l'Ukraine était dans une grave crise économique. Il a fallu que la Russie alimente l'Ukraine en gaz, mais à moins de coûts. Donc vous voyez que c'est ces intérêts-là qui étaient en jeu et qui justifiaient vraiment qu'il se penche vers le côté russophone du pays. Maintenant, quand ce président, sous la pression des manifestants, a été déchu, c'est là le pays a été partitionné. C'est là les russophones ont proclamé leur indépendance. Je parle de la République Donetsk et puis de Lugansk. Et donc voilà, cela a entraîné le pays dans une guerre jusqu'alors, depuis donc 2014, jusqu'alors une guerre sous les russophones qui sont soutenus par les fameux paramilitaires de Wagner. C'est en ce moment-là que le groupe Wagner a été d'ailleurs créé et soutenu de manière officieuse par la Russie. Donc vous voyez que c'est ce processus, c'est-à-dire c'est des peuples qui sont divisés entre d'un côté l'adhésion à l'Union européenne, de l'autre côté l'allégeance à la Russie. Donc c'est un terrain de conflit géopolitique qui se joue. Et bon, naturellement, la Russie qui pense être menacée par l'installation, le projet d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, pense que c'est une menace sécuritaire pour l'existence même de la Russie. On va revenir tout à l'heure sur cet aspect. Je reste un peu sur la question même des sanctions. Je pense que Zana a bien fait de planter le décor. Quand on suit la situation, on voit c'est la France qui est un peu à la manette. C'est elle qui agite le plus l'arme des sanctions aujourd'hui. Est-ce que quand on voit la Russie, est-ce qu'elle n'est pas préparée à ces choses avant d'entrer en conflit avec l'Ukraine? Oui, je crois bien que il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas être un président comme on l'est. Vladimir, face au-delà du rappel historique qu'a fait le concitoyen, ce sont les intérêts vitaux. Et au-delà de ces intérêts vitaux, on a besoin d'affirmer sa suprématie. Et on sait aujourd'hui que les États-Unis seuls ne font plus la pluie et le beau temps. Après la Seconde Guerre mondiale, 50 ans après, il y a des nouvelles forces qui sont émergentes. Et la Russie fait partie de la grande puissance. Vous avez la Chine, les autres pays, mais cette question qui aujourd'hui risque d'emballer le monde est une question stratégique politiquement parlant, en ce sens que moi-même je reste persuadé que la Russie a mis tout le temps pour préparer ce qui va se passer. Et pourquoi c'est la France qui prend le devant? Vous savez, nous avons toujours dit, on a eu l'opportunité sur vos plateaux ici de dire que le peuple français, au-delà des politiques, se doit aujourd'hui de regarder le reste du monde avec un prisme qui leur permette véritablement de comprendre les volontés des peuples. Comment le peuple français et l'Occident lui-même a survécu jusqu'à ce jour, c'est sur la base de ces partitions et des intérêts vitaux. Et donc, si la France agite tant, c'est qu'au-delà des problèmes politiques, c'est qu'il y a des intérêts vitaux qui sont derrière. Et quand Zana dit tout à l'heure que la question de l'Ukraine est une question plus ou moins lointaine, aujourd'hui, qui a intérêt à ce que, même si c'est condamnable, la Russie n'aille pas jusqu'au bout? Parce que laisser la Russie aller jusqu'au bout à conquérir l'Ukraine reviendrait à remettre en cause les résolutions au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et notamment les positionnements dont a expliqué le camarade tout à l'heure. Mais il faut dire que les sanctions qui ont été prises contre la Russie, au prime abord, sont des sanctions pratiquement économiques. Mais quand vous fouillez, est-ce que véritablement la Russie se sent menacée par ces sanctions? Pourquoi on veut maintenant durcir les sanctions? Et pourquoi c'est la France qui est au devant de la scène? C'est parce que, d'une manière ou d'une autre, si jamais
la France n'arrivait pas à mobiliser les autres puissances autour de sa cause. Parce que, mis à part l'Allemagne qui est une puissance de l'Europe, qui pourra résister pendant un temps, parce que les gens pensent que les sanctions qu'on est en train de prendre vont véritablement toucher la Russie, alors que je l'ai dit tout à l'heure, je reste persuadé que la Russie a préparé cela. Donc, il faut s'attendre véritablement à un effondrement économique d'abord. Ça va se jouer sur cet aspect. C'est vrai que la guerre, ce que tout le monde voit, c'est la guerre qui a été déclenchée. Mais les conséquences d'abord pour l'Europe, c'est les conséquences économiques oui. qui vont maintenant jaillir sur le continent africain, le reste du monde. Maintenant, plus tard, parfait, quand on reviendra, on va également spéculer sur les objectifs politiques et militaires qui sont cachés derrière cette stratégie. D'accord, on va regarder, parce que la stratégie de la sanction, c'est aussi la stratégie que prône le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a d'ailleurs souhaité, dans une interview qu'il a donnée, on va le suivre, un extrait de cette interview. Si l'invasion se poursuit et que la Russie n'abandonne pas ses plans contre l'Ukraine, alors une nouvelle série de sanctions est nécessaire. De nouvelles sanctions contre la guerre et pour la paix. La communauté internationale doit agir de manière encore plus décisive. Quand quelqu'un perd la tête, on doit mettre sa peur de côté et oublier le commerce. Nous devons nous défendre. Il faut être moral, aussi bien les États que les entreprises. Nous devons lutter contre la force inhumaine qui veut détruire l'humanité elle-même. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur le plateau, nous accueillons aussi un troisième invité, Georges Hérault, également acteur politique du Cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir Zana et Germain. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir accueilli. On évoquait donc la question avant votre arrivée de ces sanctions que le président français Emmanuel Macron souhaite plus dures contre l'Ukraine, contre la Russie, si la guerre ne cesse pas. Et on vient de voir le président ukrainien Volodymyr Zelensky prôner également ces mêmes sanctions. Vous pensez que c'est tout ce que l'Europe peut faire face à la Russie? On peut dire pour le moment, parce que à part les sanctions économiques, je ne crois pas qu'il y a d'autres sanctions. Sinon, c'est aller ou souhaiter la troisième guerre mondiale. Donc, en fait, c'est que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'objectif des autres parties, c'est de faire tout pour préserver la paix. Mais comment faire pour préserver la paix? Comment faire en sorte que la guerre n'arrive pas à leur porte? Parce que quoi qu'on dise, la France, quand on prend la France c'est le seul pays de l'Europe actuelle qui fait partie du Conseil de sécurité. Et donc, il se veut être le pays qui a plus de puissance, entre guillemets, et qui doit mobiliser les autres autour pour pouvoir discuter des cas au niveau du Conseil de sécurité ou quand même poser ses veto au nom de la France et au nom de l'Europe. Et la France, de l'Union européenne. Et donc, la France, vous savez, quand nous parcourons l'histoire de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, nous voyons le rôle qu'a joué la France. Aujourd'hui, la Russie, si vous voyez le schéma, la stratégie de la Russie, ce n'est pas de discuter avec les Européens. C'est plutôt l'interlocuteur qu'a voulu Poutine, c'est Joe Biden, ou bien le président américain, ou bien les Américains, parce que il y a quelque chose de rapport de force. Il a vu que l'OTAN est dirigée, ou bien les instructions de l'OTAN, pour la plupart, ça vient des États-Unis. Et donc, les États-Unis sont en quelque sorte celui avec qui il veut discuter. Pourquoi? L'objectif, c'est que quand nous voyons aujourd'hui, comme l'a dit Germain, il y a les forces qui émergent. Donc, il faut redistribuer les cartes au niveau des partages des gâteaux du monde. Et donc, je crois que la Russie, en faisant ça, va vouloir permettre à d'autres pays, les autres pays, quand je parle des autres pays, les pays du Moyen-Orient, la Chine, etc. aussi, de pouvoir revenir au devant de la scène. Donc c'est pour cela que même
dans les discussions, vous voyez que des pays comme la Chine qui se proposent intermédiaires pour discuter ou bien être arbitre pour ce qui concerne la guerre. L'Europe aujourd'hui ne peut rien faire. Il ne peut que sanctionner dans l'objectif d'asphyxier l'économie russe. Mais nous ne pouvons pas dire que la Russie, en se lançant dans cette opération spéciale militaire, comme ils l'appellent, ne sont pas préparés. Ils sont sûrement préparés. D'ailleurs, les sanctions de 2014 avec la Crimée a prouvé la résilience de l'économie russe, qui dépendait même de la plupart des produits agricoles. Mais aujourd'hui, la Russie est le grenier à blé. Aujourd'hui, l'Union européenne, premier producteur mondial, si je ne m'abuse. Et vous voyez, mais c'est les sanctions qui ont mené la Russie à développer ces secteurs. Et aujourd'hui, quand vous voyez, même déjà, je crois, jeudi, et Poutine avait eu une visioconférence avec son gouvernement qui discutait même de comment contourner ou bien comment faire en sorte que les sanctions économiques sur son économie. Réagir. Oui, non, enfin, avant de retourner à mon ami Sana, je crois qu'il a dévancé. Moi, vous savez, la politique, elle ne va plus se faire comme la période d'avant la Seconde Guerre mondiale. Ici, la politique aussi, c'est une guerre de communication. Vous savez, le monde, les gens se disent, bon, oui, l'Europe va faire des sanctions, la Russie ne va pas résister. Et puis, je ne sais pas si tout le monde suit le président russe, encore que c'est pas ce qu'il fait, je suis partant, mais je reste convaincu que c'est un loup politique. Il est en train de tromper pratiquement le monde entier. Peut-être même les Européens, la conférence, la vidéoconférence qui est publique, qui démontre comme si ce qui est en train de se faire touche les Russes. Enfin, moi je vais attendre un peu pour voir, mais je reste convaincu que, fort de l'expérience de 2014 et beaucoup de choses, on ne peut pas se lancer dans une guerre comme ça sans par anticipation prévoir qu'il y aura des sanctions. Parce que quand vous voulez lancer, vous saviez très bien que les gens ne seront pas d'accord. Donc on prend, c'est comme une carte. Bon, si nous allons, qu'est-ce que l'Europe dira? Quelles sont les forces en Europe? La France, l'Allemagne, c'est comme ça que se fait avant de lancer. Donc tout ce qui est en train d'être fait là, moi je reste convaincu que c'est étudié par anticipation par la Russie. Donc pourquoi le président ukrainien qui a demandé le soutien de l'Europe, et quand il demande le soutien de l'Europe, ce n'est pas des sanctions. Il voulait, dans la mesure du possible, que l'Europe puisse véritablement se positionner dans cette guerre, notamment la France et bien d'autres pays, sur le plan militaire, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Et vous voyez un chef d'État russe qui a donné comment l'appelle-t-on là, qui a pratiquement menacé le reste du monde en disant « je vais rentrer en guerre, car à celui qui va vouloir... » Mais si on n'est pas préparé à tout, on ne peut pas tenir ce langage. Justement, d'un autre côté, Zana Sadio, si on analyse très bien la situation, c'est vrai que, je pense, jamais vient de le rappeler, la guerre, c'est d'abord la guerre de la communication. Moi, je ne dis pas la politique, mais la guerre commence par la guerre de la communication. On a vu cet embargo médiatique sur les chaînes russes, parce qu'on veut que nous ayons juste une information unidirectionnelle. Mais bon, on arrive à glaner des informations par-ci, par-là. Si l'Europe sanctionne la Russie, l'Europe se sanctionne aussi en même temps. Forcément, puisque lorsque vous prenez l'outil par excellence de mesure des échanges entre les pays, notamment la balance des paiements, surtout au niveau de la balance commerciale, vous remarquerez que l'Europe représente 47%, plutôt 40% des exportations russes. C'est le premier client de la Russie. L'Europe et l'Union européenne, c'est le premier client de la Russie. Donc, forcément, lorsque vous prenez des mesures de rétorsion contre votre partenaire, ça se sent de part et d'autre. Maintenant, la question est de se demander quelle serait l'ampleur de ces impacts de part et d'autre. Moi, je pense que déjà, on peut remarquer que la Russie semble plus en souffrir. Parce que quand il est vrai que les prix du pétrole sont en train de flamber, cela a frôlé à dépasser au cours de la semaine la barre des $140. Donc, baril. Oui. Donc, alors que vous avez de l'autre côté
le rouble russe qui perd 2/3 de sa valeur. Et vous avez l'agence de notation financière Fitch qui annonce l'imminence de défaut de paiement au niveau de la Russie. Cela s'est senti même dans un décret pris par le Kremlin qui autorise à payer les créanciers de la Russie en roubles parce que les devises ne sont pas disponibles. On a parlé tout à l'heure de la guerre de communication. À un moment donné, on nous a présenté d'énormes réserves russes comme pouvant permettre à la Russie de tenir pendant au moins 2 ans. Comment se fait-il que, à moins d'1 mois, la monnaie perd de sa valeur face au dollar, alors que l'outil, comment on appelle la destination des réserves, justement, c'est de permettre de garantir la stabilité de cette monnaie. Donc cela veut dire que beaucoup de choses sont dites pour faire une guerre de la communication, mais on se demande si dans la réalité c'est cela. Oui. Donc, mais au-delà de ça, Ewo et M. Germain, ils ont abordé un sujet qui m'a interpellé, c'est celui de dire que les puissances se partagent les gâteaux, le gâteau, et que voilà, il y avait des accords. Moi, ça m'interpelle beaucoup parce que c'est comme si nous voudrions concéder que, au nom de ces pactes-là, tel État a le droit de faire ce qu'il veut parce qu'il aurait partagé avec telle puissance. Moi, je pense qu'on doit forcément dénoncer ce genre de choses. Et surtout quand, je ne parle pas de vous, certains qui se présentent comme des panafricanistes semblent vouloir justifier cette guerre pour dire oui, parce que l'OTAN avait signé de prétendus accords. Mais comment est-ce que nous, en tant que peuple anciennement colonisé, nous pouvons cautionner ce genre de discours qui consiste à dire que oui, c'est justifié, donc ce monde-là appartient à ces gens-là, donc ils signent de loin un accord et c'est opposable au reste du monde. J'aimerais rappeler que dans ce contexte, et quand le mouvement panafricaniste était né, il y a par exemple ensuite ce qui en est suivi lorsque il y avait le bloc soviétique et le bloc occidental qui s'affrontaient autour de la guerre froide, il y avait ce qu'on appelle les non-alignés. Et cela a donné plus tard à la notion de tiers-monde, c'est-à-dire nous ne voulons pas nous mêler. Mais je suis étonné que nous avons oublié nos repères, nous pays africains, on rentre dans ce jeu-là pour dire moi je soutiens, moi je vote en faveur. Et c'est pourquoi moi j'aimerais quand même, j'apprécie à juste titre la diplomatie togolaise qui, je ne sais pas par quelle magie, était absente de ce vote. Oui, il ne faut pas s'aligner. Il ne faut pas s'aligner face à ce genre de choses parce que c'est des intérêts qui se discutent entre eux. On revient donc à la question économique. On voit les sanctions, puisque c'est de ça que nous parlons. Il y a un produit sur lequel les sanctions tâtonnent, c'est le gaz. Vous savez que l'Europe dépend lourdement du gaz russe. L'Allemagne en premier. Je pense qu'il y avait eu des velléités de sanctionner ce secteur. L'Ukraine même dépend de 58% du gaz russe. S'y est opposé. Ça veut dire quelque part que lorsque Macron agite des sanctions massives, la Russie a des mesures de rétorsion aussi. Évidemment. Nous sommes dans un pays, dans un monde globalisé où, vous savez, pour plusieurs économistes comme Adam Smith, la spécialisation est créatrice de richesse. Et donc, si, par exemple, la Russie est spécialisée dans tant, l'autre se spécialise dans tant, et là, ça permet à tout le monde d'acheter et moins cher suivant les concurrences. Mais aujourd'hui, l'Europe n'est pas préparée à s'alimenter en gaz suivant la quantité qui est demandée sur le terrain aujourd'hui. Mais ils s'empressent à sanctionner la Russie. Mais ce qui se passe, c'est que les entreprises qui bénéficient ou bien qui utilisent ces ressources pour pouvoir fonctionner ne pourra plus, et la plupart de ces entreprises, c'est en Europe, c'est en France, et l'Allemagne il y a même les ménages qui vont pas avoir l'électricité. Oui, etc. Et là, les gens ne voient pas, même aux États-Unis, quand les États-Unis ont pensé tourner vers, comment on l'appelle, le Venezuela,
les gens, les entreprises menacent. Les entreprises menacent parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas avoir les ressources disponibles en grande quantité tout de suite. Et il faut beaucoup de temps pour pouvoir en avoir. Et le coût. Et le coût aussi. Ouais. Mais vous savez, quand vous mettez quelqu'un en situation de monopole, ou bien, je ne sais pas, une situation où c'est lui qui vous fixe le produit, le prix du produit. Aujourd'hui, les États-Unis se tournant vers le Venezuela, il n'y a pas assez d'accords. Ils sont obligés d'accepter le prix que le pays va leur proposer. Et donc, du coup, ça va avoir d'impact aussi sur les pays européens ou bien dans l'Union européenne. Donc, du coup, la Russie a des mesures de rétention. Il a de quoi riposter. Mais voyez-vous, c'est ce que Germain dit. C'est comme si le monsieur, c'est un fait stratège aujourd'hui. Il ne se prononce pas tellement sur, ou bien ne se tâtonne pas aujourd'hui sur les répliques. Mais il se consacre aujourd'hui sur ce qu'il va faire par rapport à l'Ukraine. Donc, qu'on le veuille ou pas, Zana a dit quelque chose tout à l'heure. En fait, nous ne sommes pas ces mots qu'on nous colle comme pays de tiers-monde, comme pays non aligné, ne viennent pas de nous. C'est des mots péjoratifs à notre endroit. Parce qu'on sent que nous ne sommes pas des gens qui sont alignés soit sur le capitalisme ou sur le socialisme. Et les gens nous qualifient de tiers-monde ou bien de non-alignés, de sous-développés, de très endettés. Les gens nous collent des noms, malgré qu'on sait que si on veut évaluer nos ressources, nous sommes très développés. Je ne voudrais même pas... personne ne cautionnera la guerre. Personne ne cautionnera la guerre. Nous sommes en train d'analyser la situation, nous sommes en train de voir que ce qu'est en train de faire la Russie, c'est d'étendre sa puissance et de pouvoir contrôler ses frontières. Oui, mais M. Samuel, je ne voudrais pas moi aussi soulever la polémique. Vous savez, c'est quand vous êtes attaché à la justice dans cette vie, parfois, vous vous posez la question de savoir pourquoi Sana... Lui, il a le droit de marcher sur moi, de m'écraser. Hein? Et pourquoi? Encore que ce n'est pas bien. Ça n'a pourquoi il marche sur moi, il m'écrase. Ce n'est pas bien. Mais pourquoi Samuel voudrait faire autant? Lui qui te laisse m'écraser, commence par... Je caricature ça pour que tu vois. Alors, moi, le problème, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas panafricaniste. Parce que, voilà, parfois, c'est notre histoire qui nous interpelle. Avec l'Occident, et la France particulièrement, nous savons qui nous sommes. Vous voyez? Nous savons comment certains de nos chefs d'État, même dans les périodes féodales, dans les périodes de ce qu'on appelle les empires, nous savons comment ça s'est passé. Et donc, c'est des choses que nous avons dénoncées. Mais quand ça se faisait aussi, il y en a beaucoup qui ont fermé, jusqu'à tout récemment. Quand vous prenez l'histoire de Gbagbo, on ne va pas revenir sur la Libye, Kadhafi, tout ça là. Ce sont des injustices. Mais nous savons, vous Anna, vous savez, nous savons qui sont ceux qui l'ont commis. Bon, maintenant, si sous d'autres cieux, la même chose qui s'est passée chez nous, les gens n'ont pas été capables de dénoncer, n'ont pas dit non. Ils ont même été acteurs. Je ne voudrais même pas aller jusqu'à citer le génocide du Rwanda. Et donc, nous avons beaucoup de choses sur lesquelles on peut spéculer, mais nous ne comprenons pas pourquoi il y a 2 poids 2 mesures. En fait, c'est ça. Donc, c'est une question d'état d'âme de justice. Et non, on ne spécule pas sur les principes. Ceci étant, on a dit que ce n'est pas une bonne chose. Mais moi, je voudrais revenir sur la question elle-même. Vous savez, ce qui se passe en Ukraine, nous tous nous parlons, est-ce que véritablement l'objectif de la Russie, c'est l'Ukraine? Parce que, est-ce que la Russie n'a pas la capacité d'écraser l'Ukraine en moins de 3 jours? Pourquoi la Russie mène-t-elle une guerre, si vous voulez, un peu progressive, c'est-à-dire qu'il déploie les chars, mais il ne pose pas véritablement les actes. En fait, est-ce qu'il ne cherche pas à provoquer certaines personnes? Donc, c'est pour cela qu'au départ, je vous disais que nous rentrons après la Seconde Guerre mondiale, après les périodes de la guerre froide, et après qu'il y a eu des puissances émergentes, les gens veulent démontrer véritablement que désormais, vous ne serez plus les seuls à être les maîtres du monde. Maintenant, je veux bien partir d'un appât et vous provoquer. Donc, les sanctions qu'on est en train de faire, c'est économique.
Maintenant, pour revenir sur la situation de l'Afrique elle-même, et parlant de mon pays, le Togo, où M. Zana vient de dire qu'il bon, apprécie la stratégie du régime togolais. Oui, mais ça aussi, moi je voudrais bien croire M. Zana, parce que quand vous êtes un régime contesté, avec beaucoup de points d'interrogation, devant certains faits aussi internationaux, non, vous restez calme. Je ne sais pas si véritablement ils prennent position, mais le régime togolais, on le connaît, on sait que c'est un régime presque centenaire. Ce n'est pas le seul qui oui, n'était pas présent. Oui, voilà, ceux qui ont tenté, même en Côte d'Ivoire où le président Ouattara qui aussi s'est éternisé. La dernière fois, quand il a essayé, il est pratiquement le seul à prendre des positions. Il faut voir quelle est la riposte des gens. Donc, c'est vrai que c'est le Ghana. Oui, bon, oui. Voilà. C'est des cas donc, aussi. Oui, donc, mais normalement, comme il le dit, en fait, on aurait pu prendre une position unie. C'est-à-dire qu'en tant qu'Africain, en se disant, bon, ça, nous ne sommes voilà, pas... c'est ce que j'ai dit. En tant que bloc qui n'a pas intérêt à prendre position. Donc, en tant qu'Africain, voilà. Parce que qu'est-ce que nous gagnons à prendre position en réalité? Qu'est-ce que nous gagnons dans ça? Ça, c'est normal. Nous n'avons rien à gagner dans ces gens. Ça va très vite le temps. On va passer, si vous permettez, au second sujet, qui est aussi intéressant. On parle du Sahel. Il n'y aura pas de redéploiement de Barkhane au Niger. C'est le général Laurent Michon, général français, qui l'a affirmé. On sait que Barkhane va quitter le Mali dans quelques semaines, quelques mois. Pour beaucoup, Barkhane doit se redéployer vers d'autres pays. Le Niger a montré beaucoup d'intérêt à accueillir les forces françaises de l'opération Barkhane. Eh bien, cette sortie du général Laurent Michon, Zana, ça douche un peu les espoirs du Niger d'accueillir les forces françaises. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, je ne crois pas que la question se présente ainsi si nous avons bien suivi les propos du général commandant de la force Barkhane, puisqu'il a dit qu'en fait, c'est la fin de la mission de Barkhane au Mali. Donc Barkhane n'ira pas au Niger ou ailleurs. Et il a relativisé aussi en disant que leur stratégie, c'est d'aller vers les pays qui les sollicitent. C'est-à-dire, si les autorités maliennes, plutôt nigériennes, sollicitent, là, ils rentrent en partenariat et en vertu de ce partenariat-là, ils vont s'implanter. Donc, il ne s'agit pas de déployer Barkhane pour aller l'installer au Mali. Mais la mission est officiellement finie. Et en tant que présence, il faut aussi maintenir cette distinction en tant que présence française. Mais par contre, les moyens logistiques, comme les moyens aériens que la France met à la disposition de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, ces moyens aériens vont toujours continuer par servir comment on appelle, à la mission de l'ONU au Mali. Donc c'est ça aussi. Moi, au-delà de cet aspect, il faut aussi relever un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, semblent donner raison à la position française. C'est-à-dire, au départ, lorsque vous prenez l'intervention, la force Barkhane, qui vient déloger les groupes armés qui sévissaient à Tombouctou, cette mission-là, elle a été réussie. C'était une mission de sécurisation. Maintenant, au vu de l'évolution, de l'actualité ou bien du climat sécuritaire au Nord Mali, il y avait plus besoin d'une intervention, c'est-à-dire d'une offensive, pas de maintenir une position défensive. Alors que la force Barkhane était-elle investie de cette force-là? C'est le même problème avec le MINUSMA. Ils sont là pour maintenir la sécurité et la paix sans avoir mandat offensif d'aller pourchasser, les combattre. C'est quand ils sont attaqués qu'ils les repoussent, ils les maintiennent. Donc c'est ça le paradigme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un autre acteur qui rentre en jeu. Les gens l'appellent les paramilitaires de Wagner. Du côté officiel, on l'appelle plutôt une collaboration officielle avec la Russie. Il y a un autre acteur qui rentre en jeu et qui semble plus outiller les FAMA, les forces armées maliennes, pour mener cette offensive-là. Maintenant, quand cette offensive-là est menée, il faut alors comprendre comment le terrorisme ou bien ces groupes armés sont implantés dans le nord du Mali, sont implantés au sein de ces communautés-là. Donc, si on ne fait pas attention, cette guerre,
cette offensive risque de tourner à un drame humanitaire envers les communautés. Parce que, mais comment dire, parce que ce n'est pas une guerre symétrique, c'est asymétrique. L'ennemi est tapis dans les populations. Si vous ne faites pas attention, vous éliminez des gens qui sont peut-être en réalité faisant partie des groupes armés, mais on va les présenter comme étant des communautés civiles que vous massacrez. Je n'ai pas envie de dire que c'est le cas parce que c'est un sujet sensible, mais il me semble que, est-ce que cela ne ressemble pas à ces Mauritaniens qui ont été tués à la frontière? C'est-à-dire, c'est ça en réalité le danger. Peut-être que c'est ça que la France a vu venir. Vous me voyez aller en train de faire, poser ce genre, alors que c'est vous, c'est de votre responsabilité. On pousse la France vers quelque chose qu'elle ne voulait pas. Et voilà qu'on voit déjà les prémices. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est une probabilité. Donc, je crois que dans ce contexte-là, que voilà, vu la tension entre les relations avec les nouvelles autorités maliennes et la France, mais la France dit, bon, autant je me sors comme présence française, mais je reste toujours présente dans une mission coordonnée par l'ONU. Et tout pays qui sollicite mon intervention pour combattre le terrorisme, nous allons entrer en partenariat et être présent à leur côté. Alors justement, on va écouter un des responsables au niveau de l'opération Barkhane, au niveau du Mali. On va écouter ses explications dans ce court extrait. Nous sommes en train de préparer, en coordination avec l'armée malienne, la façon dont nous allons nous replier en quittant Gossi, Ménaka et Gao, qui sont les 3 emprises sur lesquelles nous sommes installés. Et de la même façon que nous l'avions fait à Tessalit ou Kidal, nous le ferons en bon ordre avec l'armée malienne. Donc, pour ce qui est des délais, la manœuvre logistique et la manœuvre tactique, je peux simplement vous dire qu'elle est coordonnée avec les FAMA. Elle se fera en sûreté, c'est-à-dire par rapport à une menace terroriste toujours présente qui peut chercher à nous harceler. On le fera en bon ordre et toujours en rassurant et les FAMA, s'il n'y a pas Wagner avec eux, et la MINUSMA. Nous réarticulons selon les desiderata et les intentions des différents pays. Ce n'est pas vraiment un redéploiement, c'est-à-dire qu'on ne compte pas du tout remettre le dispositif actuellement au Mali ailleurs. Ce n'est pas du tout ça l'esprit. C'est que ce soit au Niger, au Tchad ou dans d'autres pays, au regard de la menace terroriste qui descend vers le golfe de Guinée, qui est un constat partagé par tout le monde, quel est l'appui, la coopération souhaitée par tel ou tel pays. Voilà donc les explications du général Laurent Michon. Georges Hérault, quand on l'écoute, on comprend, et c'est ce que disait Zana tantôt, c'est Barkhane, c'est fini, mais les moyens, les troupes françaises restent à disposition des pays qui en ont besoin. Est-ce que ça ne donne pas aussi un peu l'impression comme si la France se fait désirer? Bon, je ne le vois pas comme ça. Plutôt, je le vois en responsable, parce que vous savez, chaque État est souverain. C'est suivant les demandes des autorités des États qu'on peut déployer ou bien redéployer ou bien faire sortir les positions tactiques, logistiques, tout ce qui est matériel logistique, etc. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le contexte de discussion. C'est que la France a décidé de quitter le Mali. Et maintenant, la France, comme le général vient de le dire, l'objectif de la France est de combattre le terrorisme. L'État malien ou bien les autorités en place aujourd'hui n'ont plus trouvé opportun d'être avec la France pour combattre. Et c'est de bonne guerre si le Mali compte sur d'autres partenaires pour combattre ou bien faire pour repousser les assauts, les velléités, tout ce qui concerne le terrorisme sur leur territoire. Personne au monde ne peut leur refuser. Ça, c'est normal. Maintenant, la France, comme tout pays, comme le Togo, comme les États-Unis, si on a besoin d'eux et qu'ils s'asseyent pour discuter des contours de l'opération, ils viendront. Donc, moi, je trouve que ça va dans les cours normaux des choses qu'aujourd'hui, la France se retire pour se positionner comme étant un pays qui est pour ou qui est favorable à toute demande des autres pays. Mais qu'est-ce que nous devons noter? C'est que
au niveau du Niger et qu'au niveau du Burkina, nous savons que, comme le dit le général, le terrorisme progresse vers le bas et ça vient jusqu'au golfe de Guinée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que le problème ne doit pas se poser, d'autant plus que nos pays, quand nous prenons la CEDEAO, pourquoi ne pas se constituer des forces capables de lutter contre le terrorisme? Pourquoi ne pas peut-être étudier un plan comme ça pour permettre à une force ou bien former, comme on le dit, hein, je crois qu'il y a force d'attente de la CEDEAO ou bien quelque chose comme ça, force en attente. Il faut créer une force de lutte contre le terrorisme placée dans un pays, formée par peut-être les formateurs occidentaux, ou je ne sais pas quoi, et qui sont aguerris à aider nos pays à pouvoir défendre nos territoires contre le terrorisme. Ça pourrait être difficile, mais si on s'y met, on met les moyens, on peut y arriver. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous accusons la France, je ne dirais pas à 100% en tort ou à raison, mais ce qui est sûr, c'est que c'est des gens qui ont quitté des distances pour venir nous aider. Mais est-ce qu'à 50 ans de nos indépendances, on a toujours besoin? Est-ce que quand il y a terrorisme en France... On vous dira que l'Europe a toujours besoin de l'OTAN. On sait que l'OTAN, c'est les Américains. Est-ce que quand il y a terrorisme en Europe, on a besoin de nous? Tout ça, là, il faut que vraiment que nous puissions... Alors, donc, c'est quand même acté, hein, on le sait, Barkhane, c'est fini. Les forces françaises vont quitter le Mali, le général Michon le disait. Tout ça va se faire aussi de concert avec l'armée malienne. Il a bien précisé, si Wagner n'est pas avec eux, bon, ça c'est la rhétorique française. Mais moi j'ai envie aussi de savoir, quitter le Mali, oui, mais sur quelle note Bon, voilà, avant d'en arriver à la note, moi je voudrais qu'on soit précis avec l'histoire et les faits. Bon, je ne sais pas si c'est la France qui quitte le Mali ou c'est le gouvernement malien qui a demandé à la France de quitter le Mali. Parce que parfois aussi, c'est aussi ça notre... Est-ce que la France... C'est pour ça que je posais la question sur quelle note, parce que si c'est elle qui quitte, c'est que, on va dire le job est terminé, on va partir. Il faut aussi que nous soyons précis avec les faits. Les faits, c'est que le nouveau gouvernement malien, ce que... Le gouvernement de la transition. Oui, ce que les Français appellent la junte, là, ils ont demandé à la France de stopper, clairement. Ce n'est pas... Et il y a eu même un incident diplomatique, tout le monde sait ça. Donc maintenant, dire sur ce plateau que c'est la France qui part, bon, c'est un peu tronquer un peu l'histoire. Donc c'est le nouveau gouvernement malien qui a demandé à la France. Pourquoi? Donc j'en arrive à la note. Parce que je voudrais rappeler à nous tous ici, à tous ceux qui nous suivent, que bien avant Barkhane, il y a eu l'opération Serval, il y a eu Épervier, et bon, voilà, avant qu'on arrive à Serval. Quel est le bilan? En fait, la question c'est ça. Quel est le bilan? Le bilan, c'est le Bamako qui n'a pas été attaqué. Oui, mais le G5, ce que vante en tout cas l'armée française. Je dis le bilan. Le G5 Sahel doit pouvoir le faire. La France qui est au devant, là aussi, pour que ça marche, doit pouvoir faire le bilan. Mais là, nous-mêmes, en tant que peuple africain, nous devons pouvoir faire le bilan. Et quel est le sentiment des Africains aujourd'hui vis-à-vis de cette opération? Tout le monde se souvient que le président Hollande a été même ovationné à un moment donné. Mais voilà. Bon, maintenant, quel est le bilan? Pourquoi la même stratégie a été... Enfin, le même sentiment est en train de passer du Mali au Burkina, un peu partout, même nous qui ne sommes pas, tout le monde estime que vraiment, comme il a dit, il faut qu'à un moment donné, on se prenne en charge. Je crois que la France, c'est humanitaire, la France a fait, mais à un moment donné, en tant qu'Africain, il faut véritablement se prendre en charge. Je pense que le bilan n'est pas satisfaisant pour les Africains. On va revenir sur cette question tout à l'heure. Le temps pour moi juste d'annoncer la pause pour regarder le journal 10 minutes et on revient continuer.